en cette belle soirée d'été. On a le grand plaisir de vous présenter ce soir un film en avant-première qui arrive tout droit du Festival d'animation d'Annecy. Et je vous invite à accueillir le réalisateur de Villeneuve, Félix Dufour-Laperrière. Du Festival d'animation d'Annecy et du Québec, bien sûr. Alors, si vous voulez dire quelques mots. Avec plaisir, merci d'être ici ce soir. Je vais saluer le producteur du film, Galilée Marion Gourin, qui se remet d'une branchette difficile, mais qui est quand même tout de même avec nous. Frédéric Corbès et Jean-Jean Cru d'Urban Distribution qui distribue le film. Merci d'être ici. Villeneuve est un film très québécois, mais qui, j'espère, accède à quelque chose de plus universel. C'est un film de résonance, donc il fait entrer en résonance les destins intimes et les destins collectifs et politiques. Nous serons heureux de répondre à vos questions si vous en avez, de recevoir vos commentaires après la projection. Et nous avons amené avec nous des dessins originaux du film, donc pour ceux qui auront la patience d'endurer ces 76 minutes. Nous aurons un cadeau à vous faire. On a amené avec nous des dessins originaux du film, donc il nous fera plaisir de vous en offrir. Merci beaucoup pour cette attention, les spectateurs. On se retrouve à l'issue de la projection. On se retrouve à l'issue de la projection. Très bonne projection. Merci à toutes. Je vais poser là où les 2-3 premières questions. Dès que vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Une des premières questions de base qui rejoint aussi en fait vraiment pour moi un des désirs de montrer ce film est le choix que tu as fait et qui est de plus en plus rare de l'animation traditionnelle, donc avec des dessins à l'encre de Chine. Pourquoi avoir fait ce choix et esthétique et de production pour ce film? Comme le film a été fait avec un budget assez modeste, il fallait trouver le bon dispositif, les bons choix pour avoir une signature graphique assez singulière, assez typée. J'ai tout fait pour conserver, moi, le plaisir aussi de dessiner sur papier, pardon. Donc, si l'animation sur papier coûte un peu plus cher que l'animation numérique, elle permet, avec le frémissement des textures et puis le caractère direct de l'application de la gouache sur le papier, quelque chose de graphiquement assez franc. Donc, c'est le pari qu'on a pris. C'est d'abord avant tout une question de plaisir et d'affinité aussi, je crois. Du coup, moi, je trouve que ça donne à cette histoire d'amour, au fond, parce que c'est peut-être un des premiers sujets du film, quelque chose de très organique et de très sensuel, qui est très intéressant. Enfin, j'imagine que c'était aussi pour ce rendu-là. Oui, et puis moi, je suis attaché à l'artifice de l'animation. J'aime bien, parfois, le film le fait, je crois, des fois, rappeler qu'on est face à des dessins qui succèdent. Donc, vraiment, c'est un artifice qu'il est bon, je crois, de ne pas toujours camoufler. De faire valoir cet artifice qui, pour moi, est assez séduisant. Ma deuxième question serait donc plutôt sur l'autre élément très important du film, les dialogues, les mots, le langage. Je crois qu'à l'origine du film, et ça tu pourrais peut-être nous le dire, il y a une nouvelle. Donc est-ce que ce choix, cette grande importance du langage vient du fait que l'une des origines du film est littéraire, et peut-être aussi que tu parles d'un territoire qui se définit avec sa langue, qui combat un petit peu le territoire autour avec la langue anglaise, donc qui donne une grande importance à la langue et au langage dans ce film? Les deux intuitions sont très bonnes. Il y a un caractère un peu littéraire, du moins il y a la volonté de préserver une langue assez précise.
Le pari, c'est à vous de me dire s'il est réussi, mais le pari, c'est de jouer sur l'artificialité déjà de l'animation, le fait que c'est des dessins qui font semblant de parler. La parole n'a pas de corps en animation pour la porter, pour la transmettre. Donc moi, j'ai souhaité tenter le coup, et puis de tenter le coup d'une langue plus précise, assez, par moments plutôt un peu réaliste, mais la plupart du temps assez précise, assez écrite, disons, mais volontairement. Et c'est en effet, c'est par la parole que les personnages se libèrent aussi. Le scénario n'a pas été construit comme une continuité narrative, mais d'abord par un contexte et par les 3 monologues de chacun des personnages principaux, de Joseph, d'Emma et d'Ulysse. Le scénario s'est construit vraiment autour de la prise de parole de des 3 personnages. Et en effet, pour moi, il y a une forte portion de notre liberté qui est la capacité à nommer les choses du monde et se les approprier ici par le langage. Donc je suis très attaché à cet aspect-là. Et du coup, tu peux peut-être, avant de vous passer la parole, nous en dire un peu plus sur la nouvelle d'origine, qui est, enfin, je crois que j'ai lu ça dans la presse. C'est un écrivain américain qui s'appelle Raymond Carver, donc qui a connu un destin tragique. C'est une figure que j'imagine que plusieurs d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain, c'est un alcoolique fini, et qui a une deuxième existence. Il est mort très jeune, mais il est mort au début de la cinquantaine, mais à partir de 40 ans, il a rencontré sa femme, avec laquelle il vivra jusqu'à sa mort, et puis il y a une période de sobriété où il a écrit énormément. Donc c'est quelqu'un qui a revécu, en fait, qui a une deuxième existence. Et puis la nouvelle, il a publié surtout des recueils de nouvelles très succincts et très émouvantes, en fait, où un pessimisme lucide et une grande tendresse se côtoient. C'était le cas dans la nouvelle dont est librement inspiré Villeneuve. C'est une nouvelle de 4 pages et demie, très courte, qui s'appelle La Maison de Chef, et dont j'ai récupéré le contexte narratif, disons, le dispositif un peu narratif. Une maison bord de mer isolée, l'homme et la femme qui se retrouvent. Et puis, j'ai surtout puisé dans la nouvelle les forces principales qui animent les 2 personnages principaux, donc certaine tentation du nihilisme chez l'homme, et une posture de résistance et de lucidité chez la femme. C'est une nouvelle assez émouvante parce qu'elle est narrée par la femme, c'est la femme qui est la narratrice. Et dès le début, si on connaît un peu en plus le travail de Carver, on voit bien que la femme est très lucide, elle sait que ça ne marchera pas. Dans la nouvelle, ça marche. Il n'y a pas d'ouverture à la fin, c'est un échec. Donc il y a quelque chose mais la femme est très lucide, mais elle retourne quand même. Donc il y a quelque chose d'assez émouvant. Est-ce que je vous apporte le micro? Bonjour, je suis venue du Brésil. J'étudie l'image du cinéma pour l'optique de l'analyse du discours, école française. Je ne parle pas très bien français. Eu falo português. Ah, que ótimo. Mas eles não. Ok, j'entends faire des questions en français, oui. Comme genre, ce film est quoi comme définition? Et quoi c'était composé avant? Les dessinés ou des sonoplasties? J'ai pas compris votre deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait avant? Le scénario ou le dessin? Oui, ou de sonoplastie ou de dessinée. Pour moi, le film peut être catégorisé dans ce néant commercial qui est le film d'animation pour adultes. J'espère que, avec l'intention quand même de l'inscrire dans une cinéphilie plus générale. C'est un espoir que plusieurs d'entre nous, animateurs, avons. Ensuite, le scénario est venu d'abord. C'est d'abord un scénario parce que les exigences de financement au Québec, on est jugé au comparatif sur des projets il n'y a pas de guichet spécialisé en animation, donc on est au comparatif avec des projets de prise de vue réelle, donc il faut produire un scénario comparable et digeste comparable à ceux de prise de vue réelle. Cela dit, on a tenté de préserver à l'intérieur du film une certaine liberté graphique,
et certaines portions n'ont pas été scénarisées, donc c'est vraiment du dessin. Ils sont nés, ils se sont développés autour du dessin. Et aussi, moi, j'avais une volonté assez claire, je sais que vous me direz je ne sais pas si elle est réussie, mais de préserver ce qui, à mon sens, donne les lettres de noblesse à l'animation, c'est toute la syntaxe très libre et inventive qu'on retrouve dans le court-métrage d'auteur d'animation. J'ai essayé dans une forme plus longue, avec les contextes de production qui sont ceux d'un long-métrage, j'ai essayé de préserver un peu de cette syntaxe-là. De cette approche puis du langage cinématographique qui vient avec. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé la poésie de ce film. Il y a un aspect très symbolique aussi par moments. Enfin, on ne sait plus trop où on est, dans la poésie, dans la symbolique, on cherche. J'aurais besoin de votre éclairage sur le début du court-métrage, où j'ai eu du mal à entrer de ce long métrage, où j'ai eu du mal à y entrer parce que je ne comprenais pas le début de l'histoire. Je me souviens qu'il y a une bagarre entre cet homme et un autre, mais pourquoi, je ne sais pas. Et je me souviens d'un passage d'un poisson qui est seul dans la mer. Des images comme ça, et à ce moment-là, je n'étais pas encore entrée dans l'histoire. Donc je me suis posé des tas de questions. Et par ailleurs, j'ai trouvé cette histoire magnifique. Les acteurs qui représentent les trois rôles, le père, la mère et le fils, ont vraiment une profondeur et une finesse dans leur manière de retracer ces dialogues que j'ai trouvé merveilleuses. Voilà. Mais j'ai besoin d'un éclairage sur le début. Le début est construit un peu dans la continuité de la séquence de photos, on peut l'interpréter comme des diapositives, qui mettent en contexte. Le début photographique mélange des photos historiques du Québec et puis des photos de famille. Donc, pour mettre la table sur ces destins intimes collectifs qui se rencontreront ou qui résonneront l'un avec l'autre. Et puis le début, j'ai essayé de mettre un peu la table, à la fois graphiquement mais thématiquement, de l'espace du film. Donc, je crois qu'on voit la bagarre, c'est cette raclée qu'il se prend qui pour moi est le début, c'est-à-dire le début de sa décision d'aller en bord de mer et puis d'y inviter Emma. Et puis tout le début du film fonctionne comme ça, donc une raclée, un moment un peu plus onirique, ou dans l'étourdissement de la défaite ou de cette raclée-là qu'il reçoit. Il se remémore aussi quelque chose. Le poisson, pour moi, est un signe qui est récurrent dans le film, à la fois pour son caractère maritime, mais aussi pour sa matérialité. On le découpe, il meurt, ou il s'essouffle, on le découpe, il y a quelque chose, c'est comme un être vivant concret. On va essayer de faire valoir l'existence physique. Donc il s'essouffle au départ, on le découpe ensuite, et puis il nage par moments. Bonsoir. Bonsoir. Au générique de fin de votre film, on peut voir que l'équipe d'animateurs elle était assez réduite. Comment vous avez travaillé tous ensemble et est-ce que vous avez modifié l'écriture en voyant le film prendre forme? Oui et non, c'est-à-dire que le parti pris, moi, qui m'était important, c'était à la fois une volonté, mais à la fois aussi la réalité du contexte économique dans lequel on évoluait. C'est que ça a été une production surtout très horizontale. Il n'y avait pas de chef de section, pas de chef décor, pas de chef animateur, pas de chef compositing, tout passait par moi. Donc c'était un peu épuisant, mais ça permettait une certaine latitude au niveau de la production. Puis au lieu pour ceux qui connaissent moins l'animation, normalement on fait des feuilles de personnages, donc les Anglais disent model sheet, donc c'est des dessins de chacun des angles du personnage possible avec ses accessoires et ses différentes positions pour bien caler techniquement le dessin, puis ça servira de référence tout au cours de la production. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que ça force à structurer et à simplifier de façon assez importante le dessin. Et on perdait une certaine liberté du geste, donc je trouve qu'on contraignait un peu trop la technique de l'encre, je trouve qu'on la contraignait un peu trop.
Donc, en lieu et place, j'ai fait une série, j'ai pris 1 an et demi, j'ai fait tous les dessins clés pour la totalité du film. Et on a ensuite invité les gens à s'intégrer à l'équipe au fur et à mesure. Donc, tout le film, toute l'iconographie du film était déjà établie. Et les gens s'y sont insérés peu à peu. Donc, on a commencé, il y avait une personne qui rentrait chaque 2 semaines. Puis ils se sont intégrés à l'équipe comme ça. Et puis, on a fait le choix de donner un seul personnage. Donc, c'est une personne qui a animé chacun des personnages. Donc, au bout d'1 an d'animation d'Emma, moi, je donnais cependant mes dessins à l'animatrice, Jean, pour qu'elle me corrige, parce qu'elle la dessinait beaucoup mieux que moi. Donc, ça a été une production surtout assez artisanale, puis avec les moyens qui étaient les nôtres, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens à temps partiel. Donc, ça a été un peu un fouillis, mais un fouillis assez heureux. Du coup, Jacques, l'autre question, c'était est-ce que l'histoire a été modifiée, le scénario a été modifié au cours de la réalisation du film? Un peu, mais surtout, il y a des libertés graphiques qu'il est mieux de taire lors du processus de financement. Parce que ça peut être... Mais c'est aussi laborieux, il y a des trucs qui se voient, mais qui s'écrivent assez mal. Donc, aussi bien moi, j'essaie de préserver une certaine continuité dans le scénario. Ensuite, tout en étant très honnête, c'est-à-dire, il n'y a aucun mensonge, mais tout n'est pas dit non plus, parce que si j'énumérais, le cadre est noir et des images étranges surgissent, et puis là, je décris une de ces images-là, c'est très long, c'est un peu laborieux. Donc, il y a eu des libertés, surtout des libertés graphiques, mais au niveau de la structure du film, c'est un film qui ressemble étonnamment à son scénario. Une question de vocabulaire, on en parlait à la table avant de venir. Vous parlez de dessin et vous parlez de film d'animation. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un dessin animé. Quelle est la différence entre un dessin animé et un film d'animation? Pour moi, je croyais que l'animation, c'était des objets qu'on animait. Mais là, pourquoi vous ne parlez pas de dessin animé? Votre question est très pertinente. En général, le dessin animé est une technique à l'intérieur des films d'animation. On l'utilise un peu moins parce que ça a une connotation un peu familiale ou pour un film pour enfants, mais vous avez raison que le dessin animé est une des nombreuses techniques que regroupe le film d'animation. Donc l'animation de volume, ça peut être de la peinture, ça peut être du travail image par image sur des paysages, ça peut être plein de choses, de la gravure, du papier découpé, ça peut être plein de choses qui sont regroupées dans le film d'animation, parmi lesquelles le dessin d'animation ou le dessin. On l'utilise un peu moins parce que c'est ça, il y a une connotation de dessin animé pour enfants. Bonsoir. Moi, je voulais revenir un peu sur, non pas sur la technique, mais sur le contexte. Donc, on sent bien que vous faites le parallèle de retour au couple ou de retour à un référendum 15 ans après un premier échec. En revanche, on sent aussi que les personnages sont plutôt favorables à l'indépendance du Québec. Mais pour autant, ils ne sont pas du tout dans une action collective. Il y a ça que je me pose comme question. Donc, du coup, on voit des foules et on les voit errer un peu parmi cette foule. Et d'autre part, il y a une espèce de figure récurrente de maisons ou de maisons communes qui s'écroulent assez fréquemment dans votre film. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le fait que les deux personnages soient isolés permettait justement de ne pas faire une chronique d'un événement qui est très chargé, d'une période qui est très chargée au Québec et dont si on rentre dans la chronique historique ou la chronique politique, il y a plein de détails. C'était pas le projet du film. Ça serait intéressant à faire, mais c'était pas le projet du film. Cela dit, c'est une période très, très dense, c'est une période aventureuse. Puis, donc, le fait qu'ils soient isolés permettait un peu de faire l'économie de la chronique politique avec les événements, les acteurs de l'époque et tout. La séquence historique des événements. Pour la maison, c'est une matérialisation de l'angoisse de Joseph, pour moi. C'est cette maison commune qui s'écroule, qui est mise à mal, qui se construit puis qui est mise à mal. Angoisse qui est perçue de façon, qui peut être mal nommée, qui est perçue aussi de façon un peu consciente et inconsciente chez le fils. Ça revient, c'est une image qui est aussi proche du fils. Et qui répond, à mon sens, aussi en partie au récit de la cloche et de Roublet que fait le fils. Et du
coup, par rapport au contexte du référendum, pourquoi avoir choisi cette fin, je ne sais pas si on peut dire utopique ou d'anticipation, qui sait, cette fin donc, qui n'est pas dans une réalité historique. Au-delà de mes convictions personnelles qui sont très franches, je suis un indépendantiste convaincu. La deuxième défaite référendaire est restée vraiment comme un impensé parce que ça a été très... ça a comme clos toute l'accession. Parce que avec l'indépendance du Québec, c'est l'accession à la modernité également, la construction de l'État québécois. Donc c'est tout le processus de décolonisation aussi qui est lié. Donc ça a été vraiment une période charnière, l'accession à la modernité d'un peuple, la construction d'un État, d'un filet social, des programmes d'éducation publique. Ça a été vraiment un mouvement structurant pour la société. Et cette deuxième défaite référendaire-là venait clore, ce moment-là. Et les déchirures ont été si grandes que ça demeure un peu un impensé. Donc moi, je ne voulais pas rajouter à l'impensé et à la défaite. Je voulais ouvrir un peu sur un possible. Puis, au-delà de la question de l'indépendance, moi, ce que je nous souhaite, c'est de quand même considérer que le sort n'est pas tout à fait jeté, puis rien n'est définitivement écrit, et qu'il est possible de prendre en main notre avenir politique, d'une façon ou d'une autre. Sinon, pour ceux que ça intéresse, on a à la sortie, si vous sortez par le cinéma, il y a une petite table, il y a des dessins du film, et puis vous pouvez, j'ai fait 3 piles, je crois, et vous pouvez choisir, vous pouvez regarder rapidement, choisir celui qui vous plaît. Je voulais quand même te demander peut-être aussi, je ne sais pas si ce sera la dernière question, mais tu parlais de la référence à Andrei Roublev, qui prend plusieurs épaisseurs. D'abord le film, ensuite le récit du fils, du Ulysse. On sent que c'est un film important pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus de la façon dont... C'est pas tellement une référence, mais plutôt un insert du film dans ce récit. Un tremplin. Pour moi, on n'a presque pas le droit de citer Roublev. Hein. C'est tellement... Et pourtant. Moi, je suis un peu timide d'en parler devant... Mais non, c'est un film, bon, évidemment, pour lequel j'ai énormément d'affection. Mais pour moi, c'est qu'il traitait d'un registre supérieur, et même des aspirations et d'idéaux assez semblables à ceux qui sont traités dans le film. Donc, chez Roublev parle du sens de l'art, de la question de la foi, de la possibilité de la foi et de la possibilité de l'art par la suite. Et le film traite d'idéaux assez connexes, assez semblables, mais au niveau collectif et intime. Pour moi, c'était un registre supérieur que j'avais envie d'esquisser, et par affection aussi. Par admiration et affection. Ça se sent. Bien, je vais... Peut-être, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, peut-être signaler que le film va sortir le 26 juin prochain. Le 26 juin. C'est un film, effectivement, comme je disais, québécois et universel. Donc, on a la chance de voir ici en France grâce à Urban Distribution. Frédéric et Jean-Jacques qui sont présents dans la salle. Le 26 juin. Aussi Galilée et Marion Gauvin, le producteur du film. Et je vous invite à inviter vos amis, collègues et voisins à venir voir notre... Je le dis souvent, c'est pas que des formules, c'est très important les premiers jours et les premières semaines de la vie d'un film. Donc voilà, parlez-en autour de vous, envoyez tous vos amis, tous ceux que vous voulez venir voir ce film ici ou à Paris. Et je remercie aussi l'association Caro Méliès qui était partenaire de cette soirée, l'association des spectateurs du Méliès. Merci beaucoup, Félix, pour la barrière. Merci de votre présence. Et très bonne soirée.